La nuit tombait sur Bordeaux avec une lenteur presque cérémonielle, étendant sur les toits des chartrons une lueur pourpre qui semblait s'attarder sur chaque ardoise. Dans la vaste demeure des Marcenat, les domestiques baissèrent la voix à mesure que les couloirs s'assombrissaient. Pourtant, au-delà du calme apparent, une tension sourde vibrait dans l'air, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Madame Héloïse de Marcenat, drapée dans une robe de velours bleu nuit, se tenait immobile devant la grande fenêtre du salon oriental. Le verre reflétait ses traits délicats, mais aussi la dureté contenue dans son regard. Depuis l'enfance, on lui avait appris à régner, à préserver l'honneur familial, à maintenir l'ordre. Rien, absolument rien, ne devait franchir les limites imposées par son milieu. Pourtant, depuis quelques mois, une fissure étrange s'était ouverte dans cette façade impeccable. Elle le remarqua encore ce soir-là. Issa, le serviteur sénégalais, marchait dans la cour avec une assurance silencieuse qui ne ressemblait en rien au respect craintif que les autres lui adressaient. Sa silhouette se découpait sous la lucarne, le dos droit malgré la fatigue, les mains marquées par le travail incessant des vignes et des écuries. Un homme arraché à son monde, transplanté ici, et qui pourtant gardait un calme impossible à définir. Héloïse détourna les yeux lorsque la porte s'ouvrit doucement derrière elle. « Madame », murmura Matteo d'une voix prudente. « Le dîner est servi. » Elle acquiesça sans se retourner. Matteo, d'origine caribéenne, était le plus sensible des trois. Il comprenait tout avant qu'on ne parle, percevait les nuances dans l'air, les frémissements d'humeur. Son regard, lorsqu'il croisa celui d'Héloïse, lui glissa une inquiétude silencieuse qu'elle feignit d'ignorer. Dans la salle à manger, les chandeliers projetaient une lumière dorée sur les murs tapissés de rouge profond. Raphaël, l'ancien paysan gascon, dressait les plats avec une précision presque militaire. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'Héloïse entra. Il la salua d'un mouvement raide, mais son regard s'attarda trop longtemps sur elle. Un regard chargé de quelque chose de trouble, de réprimé, de douloureux. Elle prit place. Les trois hommes se tenaient autour de la table, prêts à servir, leurs silhouettes étirées par la lumière vacillante. « Vous pouvez commencer », dit-elle d'un ton neutre. Mais aucun d'eux ne fit un geste. L'atmosphère, ce soir-là, pesait différemment. Héloïse sentit leurs émotions comme une chaleur qui montait du sol. La peur, le silence, et quelque chose d'autre. Finalement, Issa s'approcha, saisit la carafe de vin et remplit doucement son verre. Le parfum du vin rouge monta entre eux, dense et sucré. Lorsqu'il se pencha légèrement, Héloïse sentit la proximité de son souffle. Une seconde de trop, une seconde de danger. Elle déglutit. Son regard rencontra celui d'Issa, sombre, profond, étrangement apaisant. Elle détourna les yeux, soudain consciente du battement précipité de son cœur. Raphaël observa toute la scène depuis l'autre côté de la table. Un éclair de jalousie traversa ses traits. Ses doigts se crispèrent sur le plat en argent qu'il portait. Après le repas, Héloïse organisa un petit bal pour quelques invités de la haute société bordelaise. La maison se transforma. Les musiciens prirent place, les rires s'élevèrent. Les robes virevoltèrent dans les salons lambrissés. Mais sous l'apparence festive, quelque chose de silencieux continuait de circuler entre les murs. Héloïse surveillait Issa du coin de l'œil. Il servait le vin, rectifiait les assiettes, glissait entre les danseurs avec une discrétion presque irréelle. Mais à chaque passage, elle sentait sa présence comme une brûlure. À un moment, un verre échappa des mains d'un convive et se brisa en 1000 éclats. Issa s'agenouilla immédiatement pour récolter les morceaux. Héloïse, sans réfléchir, se pencha aussi. Leurs mains se frôlèrent. Frôlement imperceptible, insignifiant. Mais un monde entier sembla s'ouvrir dans ce contact. Issa releva la tête. Héloïse aussi. Et dans ce court instant, un aveu silencieux circula entre eux. L'interdit prenait forme, palpable, irrémédiable. Quand les invités quittèrent les lieux, la maison retrouva son calme. Raphaël et Matteo se retirèrent dans les quartiers des serviteurs. Héloïse monta l'escalier, encore troublée. Elle tenta de se convaincre que ce n'était rien, que ce n'était qu'un geste. Mais au moment d'éteindre les chandeliers du couloir, elle se figea. Un bruit de pas. Lent, mesuré. Elle se retourna. Issa se tenait au bas de l'escalier, immobile dans l'ombre.
Il ne disait rien. Il attendait. Un souffle glacé traversa l'âme d'Héloïse. Sans réfléchir, sans même comprendre pourquoi, elle prononça « Montez ». Issa leva les yeux vers elle, et la maison tout entière sembla retenir son souffle. Quelque chose venait de commencer. La chambre d'Héloïse baignait dans une lumière tamisée, vacillante, celle d'une seule bougie posée près du miroir. Le silence y avait une densité presque douloureuse. Lorsque Issa entra, il ne franchit que de quelques pas le seuil, comme si la pièce elle-même lui imposait une retenue sacrée. Héloïse, debout près du lit à baldaquin, observait sa propre main trembler. Elle ne comprenait pas tout à fait ce qui l'avait poussée à prononcer ce mot. Monter. Mais maintenant qu'il était là, elle sentait que le monde venait de basculer sur son axe. « Vous pouvez fermer la porte », murmura-t-elle, la voix à peine audible. Issa obéit mais resta près du battant, les épaules droites, le regard attentif. Il ne semblait ni effrayé ni audacieux, seulement présent, ancré, comme s'il portait avec lui une gravité ancienne, étrangère à cette maison. « Approchez », dit-elle enfin. Il avança. Chaque pas semblait résonner dans la poitrine d'Héloïse plutôt que sur le parquet. Lorsqu'il s'arrêta à une distance respectueuse, elle sentit la chaleur de son corps se mêler à l'air de la pièce. « Ce qui s'est passé ce soir », commença-t-elle, mais les mots l'abandonnèrent. Issa inclina légèrement la tête, comme s'il percevait ce qu'elle n'arrivait pas à formuler. Son regard n'avait rien de soumis, il n'était pas non plus défiant, il était humain. Trop humain pour qu'Héloïse puisse continuer à se cacher derrière les murs de son rang. Elle fit un pas vers lui, hésita puis effleura du bout des doigts la manche de sa chemise. Le tissu rêche, l'odeur des vignes, la chaleur de sa peau, tout lui sembla terriblement réel. Si quelqu'un apprenait, souffle-t-elle, presque pour elle-même. Issa ne répondit pas, mais il leva doucement la main et, du bout des doigts, effleura la sienne. Un geste infime, mais qui fit céder les dernières défenses d'Héloïse. Leurs doigts s'entrelacèrent. Pas plus, pas encore. Mais dans ce simple contact se trouvait une intensité qui dépassait les mots, les règles, les frontières. Une voix se fit soudain entendre dans le couloir. Les deux se figèrent. « Madame » appela Raphaël, la voix étouffée par le bois de la porte. « On m'a dit que vous étiez encore éveillée. J'ai une question concernant le service de demain. » Héloïse retira sa main comme si elle s'était brûlée. « Non » lança-t-elle trop vite. « Ce n'est pas le moment. Retournez dans vos quartiers. » Un silence pesant suivit. Puis des pas qui s'éloignaient, lents, hésitants, presque meurtris. Issa baissa les yeux. Il venait d'entendre dans la voix de Raphaël quelque chose que seule une oreille habituée à lutter pouvait reconnaître. La jalousie. Héloïse sentit son cœur battre plus fort. « Vous devez partir », dit-elle soudain. « Pas parce que je le souhaite, mais parce que je ne peux pas encore. Pas ce soir. » Issa hocha simplement la tête, comme si cela ne diminuait en rien la vérité du moment qu'ils venèrent de partager. Avant de se retirer, il murmura « Je ne ferai rien qui puisse vous nuire, madame. » La porte se referma doucement. Héloïse resta seule, secouée, consciente désormais que ce lien, aussi fragile soit-il, ne disparaîtrait plus. Le lendemain, la maison semblait différente, trop silencieuse, trop attentive. Matteo observait Issa discrètement dans la cour. Il avait remarqué, dès l'aube, la tension étrange dans l'air. Raphaël qui évitait le regard d'Issa, Héloïse qui descendait l'escalier sans accorder un seul mot au domestique, et Issa qui travaillait avec une concentration presque inhumaine. Mais Matteo savait. Il voyait toujours ce que les autres tentaient de dissimuler. Il s'approcha d'Issa, lui tendant une corde pour attacher les chevaux. « Tu devrais être prudent », murmura-t-il en créole adouci, celui qu'il utilisait dans les moments graves. Issa lui lança un regard intrigué. « Je ne parle pas seulement de madame », ajouta Matteo calmement. « Ici, tout se sait, et tout se paye. » Issa ne répondit pas, mais la crispation de sa mâchoire disait assez. Plus tard dans la journée, Raphaël se hasarda seul dans l'aile nord, un endroit que personne n'utilisait en dehors des fêtes. Il sortit de sa poche une petite enveloppe froissée qu'il avait trouvée la veille, tombée entre deux marches du grand escalier. L'écriture lui avait semblé familière, presque trop. Il l'ouvrit enfin. Le message, bref et sans signature, disait
Votre maîtresse n'est pas aussi irréprochable que vous le pensez. Quelqu'un observe. Raphaël sentit le sol vaciller sous ses pieds. Ce n'était pas seulement une menace. C'était une provocation. Une invitation à la jalousie, à la colère, à l'erreur. Et elle fonctionnait. Il serra la lettre entre ses doigts, le regard brûlant. Ce soir-là, alors que les derniers lampadaires s'éteignaient dans la rue, Héloïse traversa le couloir qui menait à sa chambre. La journée l'avait épuisée. Elle n'avait presque pas parlé. Les pensées tournaient dans sa tête. Issa, Raphaël, la lettre. Le risque immense qui planait déjà sur eux. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte de sa chambre, quelque chose la fit s'arrêter net. Sur son oreiller, soigneusement posé, se trouvait un papier plié. Son cœur se serra. Elle avança, le prit entre ses doigts. Le sceau était brisé. Une fine odeur d'encre fraîche s'en dégageait. Elle déplia le message, et ses yeux s'écarquillèrent. « Je sais ce que vous cachez. » Rien d'autre. Mais au bas de la page, une tache, une trace d'encre, qu'elle reconnut immédiatement. C'était la même que sur la lettre trouvée par Raphaël. Quelqu'un dans la maison les observait. Et il venait de faire son premier mouvement. La maison des Marcenat s'éveilla ce matin-là sous un ciel bas, chargé d'une lumière grise qui semblait filtrer chaque pensée, chaque souffle. Le papier trouvé sur l'oreiller d'Héloïse ne la quittait plus. Elle l'avait replié soigneusement, mais ses doigts en gardaient encore la texture, la menace, la présence. Elle déjeuna seule dans la petite salle d'hiver, incapable d'avaler plus de quelques gorgées de café. Le silence pesait autour d'elle comme un drap humide. Tout dans la maison semblait suspendu, les pas des domestiques, les murmures derrière les portes, même le vent qui frappait à peine les volets. Ce fut Matteo qui entra le premier. Ses yeux attentifs captèrent immédiatement la tension dans les traits d'Héloïse. « Madame, quelque chose vous préoccupe ?» Elle ne répondit pas, mais ses doigts serrés autour de la tasse lui suffirent pour comprendre que quelque chose d'invisible venait d'être brisé dans l'ordre habituel de la maison. Dans la cour, Issa chargeait des sacs de grains sous un ciel menaçant. Chaque mouvement était précis, méthodique, mais son esprit ailleurs. Depuis la nuit passée dans la chambre d'Héloïse, ou plutôt, depuis ce qu'il n'avait pas fait, un fil s'était tendu entre eux. Un fil trop ténu pour être nommé, trop solide pour être ignoré. Raphaël, de son côté, entretenait la charrette avec une vigueur fébrile. Ses gestes brusques trahissaient une agitation qu'il tentait en vain de contenir. Il observa Issa longuement, les traits serrés. Il finit par s'approcher. « Je t'ai entendu sortir de l'aile est hier soir », dit-il d'un ton sec. Issa ne leva même pas la tête. « Et alors ?» Cette réponse, simple, presque indifférente, fit monter en Raphaël une colère qu'il n'arrivait plus à contenir. « Tu crois que je ne vois rien ?» lança-t-il plus fort. « Tu crois que personne ne comprend ce qui se passe ?» Issa posa enfin le sac qu'il tenait. Il se redressa et affronta le regard de Raphaël sans un mot. Entre eux, le silence se chargea d'une violence sourde. Matteo apparut juste à temps, se plaçant entre les deux. « Arrêtez », murmura-t-il. « Vous jouez avec quelque chose qui peut tous nous détruire. » Raphaël détourna brutalement les yeux, puis s'éloigna, le souffle trop court, la mâchoire crispée par la frustration et le désir mal éteint. Matteo fixa Issa. « Tu dois parler à madame. Ou alors mettre un terme à cela avant que... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. Issa baissa les yeux, mais aucune décision ne se lisait dans son regard. L'après-midi tomba brièvement dans une brume légère. Héloïse traversa les couloirs silencieux, tenant la lettre dans sa poche comme un poids brûlant. Plus elle avançait, plus elle sentait une présence invisible derrière elle. Non pas celle d'un homme, mais celle du jugement, de l'interdit, du danger. Elle se dirigea vers l'aile nord, là où vivait autrefois son père. Les couloirs y étaient plus sombres, les tableaux plus anciens, les portes plus lourdes. Elle poussa l'une d'elles et entra dans le bureau abandonné. L'air y avait une odeur de bois sec et de poussière. Elle referma la porte, sortit la lettre, la relut encore, comme si une vérité cachée allait surgir entre les lignes. « Je sais ce que vous cachez. » Une phrase, froide et nette, comme une lame. Elle fronça les sourcils. L'encre? Oui. La tache en bas de la page. Ce n'était pas une erreur de plume. C'était une signature involontaire. Une marque qu'elle avait vue ailleurs.
sur un autre document, sur un autre registre, un carnet familial ou un livre de comptes. Elle se leva brusquement. Quelqu'un dans cette maison manipulait des archives, quelqu'un appartenant à sa lignée ou à ses affaires. Elle sortit du bureau, l'esprit en ébullition. Au même moment, dans les profondeurs de la maison, Matteo descendait vers les caves. Les odeurs de terre humide, de barriques imprégnées de vin et de pierres froides l'enveloppèrent immédiatement. Une atmosphère lourde, presque sacrée. Il n'était pas venu chercher du vin, il était venu chercher des réponses. Depuis plusieurs jours, il avait remarqué la présence de pas dans la poussière du sol, des déplacements de caisses qui ne correspondaient à aucune commande. Quelqu'un venait ici, en secret. Il avança en silence, la lampe à huile éclairant faiblement les murs voûtés. Plus loin, une porte entrebâillée. Chose inhabituelle. Il s'en approcha. Derrière, il trouva ce qu'il redoutait. Un pupitre ancien, couvert de papiers, de registres, de lettres. Certaines portaient le sceau familial. D'autres, des taches d'encre. La même encre. Matteo sentit son cœur se serrer. Il n'osa pas toucher les documents. Quelqu'un utilisait cet endroit pour préparer quelque chose. Une révélation, un piège, une dénonciation. Il se retourna brusquement. Un pas. Clair. Lent. Terriblement proche. La lampe vacilla. « Qui est là ?» murmura-t-il, la voix serrée. Aucune réponse. Seulement un souffle. Ou peut-être l'écho de sa propre peur. Puis un craquement léger, juste derrière sa nuque. Matteo se retourna d'un coup, mais la lumière de la lampe trembla si violemment qu'il ne distingua qu'une ombre. Une grande ombre. Et le bruit discret d'un papier qu'on replie. La lampe s'éteignit. Un noir total. Un silence. Puis un chuchotement presque imperceptible, glissé dans le noir comme un fil de glace. Trop tard. Dans les étages, au même moment, Héloïse sentit, sans savoir pourquoi, une brusque déchirure dans l'air, un pressentiment si aigu qu'elle s'arrêta net au milieu du corridor. Comme si quelque chose, quelque part dans sa maison, venait de s'effondrer. Une pluie fine s'abattait sur Bordeaux lorsque la nuit tomba, brouillant les contours de la ville, effaçant les silhouettes derrière un voile liquide. Dans la demeure des Marcenates, cette pluie semblait pénétrer les murs eux-mêmes, comme si le ciel avait décidé de s'infiltrer dans chaque fissure, chaque secret. Depuis qu'il avait quitté les caves, Matteo n'avait reparlé à personne. On l'avait vu remonter les escaliers trop vite, les mains tremblantes, la respiration haletante. Mais lorsqu'Issa lui demanda ce qui s'était passé, il ne répondit qu'un seul mot. Rien. Et ce rien avait la texture d'une peur mal digérée. Pourtant, un changement s'était opéré dans son regard. Quelque chose de lourd, de presque fataliste, comme s'il venait de comprendre que la maison n'était plus un simple lieu, mais une menace. Héloïse, elle, s'était enfermée dans son salon privé, les rideaux tirés, les lampes allumées, comme pour repousser l'invisible. Sur la table s'étalaient en plusieurs registres qu'elle inspectait fébrilement. Les taches d'encre, les écritures, les initiales. Elle chercha parmi les documents de son père, de son oncle, des cousins lointains. Tous avaient écrit, et tous d'une manière rigoureuse, noble, régulière, rien à voir avec la lettre anonyme reçue la veille. Ses doigts s'arrêtaient parfois sur des annotations de comptes datant de 20 ans, ou sur une correspondance destinée à des négociants anglais. Mais rien ne révélait l'identité du maître chanteur, jusqu'à ce que son regard s'arrête sur un carnet à dos de cuir, beaucoup plus récent. Elle le reconnut immédiatement. Celui de Louis de Marcenat, son cousin, revenu de Paris 3 mois plus tôt après avoir dilapidé la moitié de son héritage. Louis, avec ses sourires trop larges, ses mots insinuants, son admiration excessive suivie de ses reproches voilés. Louis qui rôdait dans les pièces, prétendant s'intéresser à l'histoire familiale. Louis qui lui rappelait à voix basse qu'une femme seule dans une maison pleine d'hommes attirait toujours les rumeurs. Elle ouvrit le carnet. La première page était écrite d'une encre identique à celle des lettres anonymes. Légèrement plus lourde, plus sombre. Son cœur se crispa. Louis. Cette certitude se logea dans sa poitrine comme une pointe de glace. Elle se leva d'un bond, prête à le confronter, puis hésita. Louis n'était pas seulement un homme inconséquent. Il était malin, patient, vindicatif.
Il ne cherchait pas simplement à la humilier. Il cherchait à reprendre ce qu'il estimait être son dû. Et si l'affaire éclatait, s'il révélait sa proximité avec Issa, ce serait la chute. Pas seulement pour elle, mais pour les 3 hommes qui travaillaient sous son toit. Elle ferma le carnet brusquement. Dans la grange, Raphaël aiguisait une lame de faux avec une concentration presque animale. Le bruit du métal contre la pierre résonnait comme un cri étouffé. Il repensait à la lettre, à Issa, à Héloïse qui lui avait fermé la porte au nez, à sa propre obsession pour elle, qu'il n'avait jamais osé avouer à personne. La jalousie le dévorait, oui, mais une autre émotion commençait à s'imposer. Une humiliation profonde, brute, lui rappelant ce qu'il était, un serviteur, un homme sans nom, sans droit, sans avenir. Elle ne choisira jamais quelqu'un comme toi, lui avait dit un jour un contremaître ivre. Ce souvenir revenait à la surface, acide, insupportable. Il frappa la lame trop fort, une étincelle jaillit. Il recula, essoufflé, puis laissa tomber l'outil. Ses mains tremblaient. « Je ne laisserai pas ça continuer », murmura-t-il. Personne ne l'entendit. Pendant ce temps, Issa se rendait dans les caves, à l'endroit même où Matteo avait perdu la lumière la veille. L'air y était glacé, saturé d'humidité. Il avança prudemment, observant les murs, les traces de pas, les papiers déplacés. Il trouva une feuille oubliée sur la table, à moitié glissée sous un registre. Il la déplia. C'était une liste de noms. Des noms d'hommes achetés, vendus, loués comme du bétail, certains issus des colonies, d'autres de villages misérables du sud-ouest. L'un d'eux portait un prénom qu'il reconnut, le sien. Issa sentit ses tempes pulser. Il comprit que la maison de Marcena conservait encore les traces les plus sombres de son passé, un passé que certains, ici, souhaitaient raviver pour reprendre le contrôle de ceux qui tentaient d'y échapper. Il serra le papier, la rage muette montant en lui comme une marée. Il ne vit pas immédiatement l'ombre qui se détachait du mur derrière lui. Au premier étage, Héloïse longeait le corridor, lorsqu'une voix masculine l'arrêta net. « Ma cousine, vous semblez bien agitée ce soir. » Louis de Marcena sortit lentement de son bureau, un sourire poli mais faux accroché aux lèvres. Il tenait un verre de cognac, mais ses yeux, eux, brillaient d'une lueur qui n'avait rien d'innocent. « Louis, nous devons parler. »« Oh, je n'en doute pas, » répondit-il en s'approchant. « Il y a tant de choses à clarifier. Les affaires familiales, les registres, les comportements. » Il marqua une pause significative. Surtout les comportements. Héloïse sentit son dos se raidir. Sa main se crispa contre le tissu de sa robe. « Laissez mes serviteurs en dehors de cela, » dit-elle. Un sourire glissa sur les lèvres de Louis. « Ah, mais, voyez-vous, ce n'est plus possible. » Il se pencha légèrement vers elle. « Il est trop tard pour revenir en arrière. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit sourd monta des profondeurs de la maison. Un choc, puis un cri étouffé. Louis tourna légèrement la tête, amusé. On dirait que quelqu'un vient de comprendre les règles du jeu. Un frisson glaça la nuque d'Héloïse. Elle sentit, ou sut, qu'en bas, sous leurs pieds, quelque chose venait de se briser, et que la chute ne faisait que commencer. La maison des Marcena semblait flotter dans une obscurité épaisse, comme si la nuit avait décidé de s'infiltrer dans chaque interstice, d'étouffer chaque souffle. Le cri étouffé venu des caves n'avait pas seulement troué le silence, il avait ouvert une brèche, une fracture, un point de non-retour. Héloïse descendit l'escalier en hâte, le cœur affolé, ignorant les protestations mielleuses de Louis derrière elle. Sa robe balayait les marches comme une ombre vivante, tandis qu'elle s'enfonçait dans les profondeurs humides de la maison. L'air y était glacial, saturé d'un silence qui n'était plus seulement inquiétant, il était accusateur. À mesure qu'elle avançait, elle distingua une silhouette assise contre le mur, respirant difficilement. « Matteo !» Il leva les yeux. Une coupure fine marquait sa tempe et sa lampe brisée gisait à côté de lui. « Je n'ai pas vu son visage, » murmura-t-il. « Juste une ombre, une main qui m'a poussé, et puis, le noir. » Héloïse sentit son propre souffle se couper. « Où est Issa ?» Matteo secoua faiblement la tête. « Je n'ai entendu que des pas, 2 pas, l'un s'enfuyant,
l'autre restant immobile. Une sueur froide coulait le long de sa colonne vertébrale. Elle se redressa et parcourut la cave du regard, jusqu'à ce qu'un mouvement à demi effacé dans l'ombre attire son attention. Issa sortit enfin de l'obscurité. Il tenait un morceau de papier froissé dans la main, cette liste maudite de noms, héritage d'une époque que la famille prétendait avoir oubliée. Ses yeux brûlaient d'une colère profonde, mais aussi d'une peine presque insupportable. « Madame, » dit-il d'une voix basse, « vous saviez que ces registres existaient ?» La question simple mais dévastatrice la transperça. « Non, j'ignore depuis toujours ce que mon père cachait ici. Je n'ai jamais cherché à savoir. J'avais peur, » admit-elle dans un souffle. Issa la fixa longuement. Dans ses yeux se mêlaient la déception, la compréhension, et ce lien fragile, interdit, qui n'avait cessé de vibrer entre eux depuis la première nuit. « Quelqu'un utilise ces documents pour vous atteindre. Pour nous atteindre, » ajouta-t-il. « Oui, » murmura-t-elle. « C'est lui. C'est forcément lui. » À peine ces mots prononcés, un bruit retentit dans l'escalier, des pas lourds, accompagnés d'une voix autoritaire. « Police! Ouvrez immédiatement !» Héloïse pâlit. Louis avait osé. Il avait fait ce qu'elle redoutait le plus, dénoncer la maison, dénoncer les hommes qui y vivaient, dénoncer leurs liens. Il n'y avait plus aucun doute. Louis descendit les marches derrière les policiers, un sourire satisfait accroché au visage. « Chère cousine, » dit-il avec une élégance empoisonnée, « il semble que la justice souhaite examiner de près vos méthodes de gestion. » Son regard glissa vers Issa, puis vers Matteo toujours au sol. Une lueur de cruauté passa dans ses yeux. « Quel dommage. Vous aviez réussi à garder tout cela si discret. » Héloïse sentit quelque chose se briser en elle. Pas son rang, pas sa réputation. Quelque chose de beaucoup plus intime. La conviction que sa maison était encore un refuge. Elle s'interposa devant les policiers qui avançaient déjà vers Issa. « Non, ils ne sont coupables de rien, » hurla-t-elle, la voix déchirée. « Vous n'avez pas le droit de... » Mais Louis la coupa. « Ils n'ont pas leurs papiers. Ils sont liés par dette. » Et l'un d'eux a agressé un membre de la maison. Il désigna Matteo encore étourdi contre le mur. Une enquête s'impose. Issa fit un pas en avant. « Matteo n'a agressé personne. »« Alors c'est toi ?» lança Louis presque joyeux. Les policiers resserrèrent leur cercle. Issa resta immobile, les muscles contractés, prêt non pas à se battre, mais à encaisser l'injustice. Raphaël surgit alors derrière eux, le visage défait, le souffle court. Il portait encore sur lui la poussière de la grange, et ses yeux brillaient d'une fureur désespérée. « C'est moi !» cria-t-il soudain. « C'est moi qui ai poussé Matteo. Laissez-les tranquilles. Tous, policiers, Louis, Héloïse, Issa, Matteo, se tournèrent vers lui. Raphaël tremblait. Mais dans ses yeux se lisait une résolution totale. Il venait de se condamner pour sauver les deux autres. « Ne faites pas ça !» murmura Héloïse. « Il ne mérite pas ça !» dit Issa, la voix pleine d'une tristesse grave. Raphaël esquissa un sourire amer. « C'est la seule chose que je puisse offrir. À vous tous. » Les policiers l'empoignèrent. Louis observait la scène avec un plaisir à peine voilé. « Triste, n'est-ce pas ?» dit-il à Héloïse. « Tout cela aurait pu être évité si vous aviez su rester à votre place. » Mais au moment même où Raphaël était tiré vers les escaliers, quelque chose changea dans l'air. Un murmure glissa à travers les caves, une sensation presque palpable. Et lorsque Héloïse croisa le regard d'Issa, elle comprit. Cette histoire ne se terminerait pas dans cette cave. Elle ne se terminerait peut-être jamais. Car un dernier secret, le vrai, restait encore enfoui dans l'ombre. Un secret que seul Louis connaissait, et qu'il n'avait pas encore révélé. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de mettre un like pour soutenir notre travail. Votre engagement permet à ces récits oubliés de continuer à vivre.